Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver en compagnie de nos chroniqueurs. Bonsoir, Président Jean-Paul Leroux. Bonsoir, Carlyle. On accueille aujourd'hui Franck Stéphane, bonsoir. Bonsoir, Carl. Bienvenue dans la bande. Bonjour, Carlyle. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Norbert. Bonsoir, Carlyle. Que beau ce sourire. Bon. C'est un sourire du vendredi. Ah. Peut-être un sourire visé aussi. Ah. Bonsoir, Jean-Yves. Bonsoir à tous. Faut sourire un peu, c'est quoi ça? Bonsoir à tous. Voilà, c'est bon. Bien sûr, ouvrons l'actualité avec cette fake news qui a circulé sur les réseaux sociaux il y a 2 jours où on a appris l'enlèvement, l'arrestation de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. Président Jean-Paul Leroux, comment expliquer cette opération de fake news démentie par la suite par son cabinet? Comment analyser ce fake news-là ou cette fausse information qui a circulé pendant si longtemps? Même en 24 heures, je crois, même pas. Même pour moi, cela correspond un peu, un tant soit peu, à la réalité, ou du moins à l'actualité politique au sein du RHDP. Depuis un moment, un certain nombre d'articles de presse ont indiqué que le président du RHDP était en difficulté face à, je dirais, à ses amis du RHDP et qu'il aurait quelques poursuites ou des poursuites judiciaires suite à sa gestion de la société en charge des questions de passeport, des documents, je pourrais dire, administratifs ivoiriens. Donc, d'une certaine manière, cette fake news-là, pour beaucoup, on a le sentiment que elle a rangé les affaires et elle a nettoyé un peu, ça a permis un peu à l'ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne de voir un peu sa notoriété, d'apprécier un peu sa cote de sympathie auprès de la population, eux aussi auprès de ses camarades à l'Assemblée nationale, puisque le lendemain, on l'a vu à l'Assemblée nationale en train de distribuer des selfies par-ci, des selfies par-là. C'est à croire qu'on pourrait imaginer, même un temps soit peu, que cette fake news-là ait été fabriquée. Et voilà, même bon... Fabriquée par qui? Voilà. Non, on pourrait imaginer qu'elle a été fabriquée dans les officines de sa structure, de ses éléments, ses propres cabinets, puisqu'en réalité, si on veut voir bien clair, c'est lui qui en tire tous les bénéfices. Voilà, si je peux me permettre l'expression, parce qu'on l'a vu revenir à l'Assemblée nationale. Les images, effectivement, il apparaît un peu... Tout sourit. Voilà, bon, maintenant... Est-ce que commenter une fake news... Non, moi je parle de l'eau. Pour moi, c'est une opération. Je ne sais pas comment vous voyez la chose. Tout commençait, il y a une séquence avec la publication de l'essor. Après, on apprend qu'il a arrêté. Un certain communiqué d'un avocat qui n'existe pas. Enfin, il y a un Guy Souroche. Bon, le journal l'essor aussi, il a fait un grand écart assez particulier la veille. À qui appartient ce journal déjà? La veille, Adama Bictogo était digne d'être devant la justice. Le lendemain, il est au-dessus de tout soupçon. Bon, quelquefois, on se pose des questions. Non, c'est pas la fake news. Pour moi, c'est mon analyse. Pour moi, il y a une forme d'opération derrière. Je ne sais pas, Stéphane, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que dans notre sous-région, et particulièrement en Côte d'Ivoire, ces dernières années, on utilise beaucoup dans l'environnement politique les fake news comme de la tactique politique. Je ne veux pas dire stratégie, parce que ça n'a rien à voir, mais comme des coups d'essai, voilà, qu'on jette dans le marigot pour voir un peu comment les uns et les autres se positionnent. Et je pense que ceux qui sont derrière cela, ça leur permet d'affiner leur démarche. Comme peut-être le président a dit, au cas où ça viendrait de lui-même, c'est son propre cabinet, c'est peut-être de voir quels sont ceux qui s'en réjouiraient et donc d'affiner sa démarche en fonction, quels sont ceux qui le soutiendraient, ainsi de suite. Si ça vient de ses adversaires également, ça leur permet de voir dans la démarche de le faire tomber en griffe qui pourrait être avec eux. En tout état de cause, je pense que ça contribue aussi à éloigner les Ivoiriens des sujets essentiels qui minent leur quotidien. Et surtout quand on est dans un environnement où, selon les dernières publications de l'Anstat en Côte d'Ivoire, on a 51% d'analphabètes, c'est-à-dire on a plus d'un Ivoirien sur 2 qui ne sache ni lire ni écrire, donc qui est beaucoup plus guidé par l'émotion et autre chose. Donc, je pense que, pour moi, ça contribue à éloigner les Ivoiriens des vrais sujets. Aujourd'hui, on est dans un nouveau
mandat, soit un 4e ou un 2e de la 3e ou 4e République, je ne sais plus trop, on se perd avec les calculs désormais. Il y a des défis sur lesquels le gouvernement actuel est attendu. Est-ce qu'il pourra relever ces défis-là? Donc on a l'impression qu'on essaie de masquer un peu tous ces manques-là grâce à ce genre de sujet. Bon, moi, personnellement, je ne pense pas que ce soit en fait forcément une technique en fait une campagne de com. Parce que avant la publication du journal Essor, on a effectivement un directeur aux affaires financières, le DAF de Snedaï, qui est actuellement hors du pays, qui a eu à faire un communiqué. J'ai quand même trouvé étrange cette sortie-là, qui demandait à venir maintenant donner des explications et des clarifications en fait aux autorités ivoiriennes. Par la suite, on a eu bien évidemment la publication, je crois même le lendemain, la publication de l'Essor. Et 24 heures en temps, on a eu effectivement cette fake news-là du pseudo-communiqué de l'avocat. Et après, on a eu en fait un rétropédalage de l'Essor qui était en 24 heures. Hein, c'était quand même assez hallucinant. Bon, on peut dire que M. Bictogo tire une cote sympathie suite à cela, avec toutes les photos qu'on a vues au sein de l'hémicycle. Par contre, il y a un élément qui est assez déterminant, c'est aujourd'hui le RHDP qu'on pense être véritablement soudé, être solide. M. Bictogo n'est pas n'importe qui au sein de cette équipe. Au sein du RHDP, il n'est pas n'importe qui. Donc cette allusion, cette vision de solidité ou de bloc que l'on voyait tous autour de M. Ouattara, on a aujourd'hui M. Téné Birahima Ouattara qui est prétendu tel un dauphin. On voit déjà une sorte de morcellement au sein de cette ossature RHDP. Et tout à l'heure, quand le président Jean-Paul Aura a pris la parole, il a fait cas de la justice, mais en indiquant, dans cette affaire de justice, en indiquant le RHDP. Moi, je pense que la justice ivoirienne, elle n'est pas, en fait, d'accord sous l'ordre du RHDP. Si on fonctionne dans un pays normalement, hein, voilà, parce que la justice, elle est indépendante, elle n'est pas politisée. Pas un pouvoir, effectivement. Oui. Mais attends, j'ai pas fini par... Non, on va s'écouter aujourd'hui. Il va terminer, président. Déjà, on va s'écouter. C'est ce que j'ai cru entendre. Ou bien je me suis trompé. J'ai dit que le RHDP allait faire quoi? Vous aviez dit en fait que oui, effectivement, son parti, voilà, il y a une poursuite parce que son parti est derrière. Normalement, c'est pas son parti, c'est la justice. Je n'ai jamais dit ça. Ils vont regarder, en fait, vous avez suggéré en fait un fact-checking en fait dans l'émission. Mais ils regarderont, ils vont ressortir. Mais en fait, pour revenir, effectivement, l'affaire de Snedaï, c'est une affaire judiciaire. On est tous d'accord. Mais est-ce qu'aujourd'hui, M. Bictogo ne fait pas l'objet aussi d'accord du règlement de compte politique en interne? C'est une interrogation. Parce qu'on a fait des émissions ici où on parlait des dauphins potentiels. D'où le titre qui veut la tête de Bictogo. Voilà, et monsieur Bictogo même l'a indiqué sur France 24 que si monsieur Ouattara se retirait, lui, il n'y a pas de raison qu'il se présente parce qu'il a toutes les facultés. Donc aujourd'hui, au-delà du coup politique, il y a un malaise, d'accord? Il y a un malaise qui règne au sein de la famille RHDP. Parce qu'on sait que monsieur Téné Birahima Ouattara a son bloc, il a ses personnes tout autour de lui. D'apparence, on nous montre comme si c'est un grand parti, mais à l'intérieur, il y a véritablement un malaise entre des potentiels successeurs. On sait que M. Bictogo, actuellement, cette affaire de la Snedaï est vraiment une boule puante. On lui souhaite. Et puis, il n'y a pas que la Snedaï. Il y a aussi la Société ivoirienne des transports lagunaires. On a l'affaire avec Mme Kofi Studer. C'est vraiment pas mal d'affaires. Maintenant, le sourire que l'on peut voir là, ce sourire-là, voilà, d'apparence, il peut être un sourire qui affiche la sérénité. Ah, ils ont communiqué. Mais ça peut être un sourire aussi qui inspire aussi peut-être une crainte, une forme apparente de dire que je suis bien, que je suis stable. Mais connaissant les affaires politiques chez nous, il y a des surprises. Est-ce qu'on peut dire que c'est un homme plus que jamais en danger, Adama Bictogo? Il a été réclamé la parole. Oui, si j'ai posé la question, oui. Ça, j'en sais rien. Tout est possible. En Corée d'Ivoire, il n'y a aucun problème. Moi, je voudrais relever deux remarques faites par mes prédécesseurs, dans l'ordre inverse, en commençant par Atoum Blanc, qui dit que Bictogo n'est pas n'importe qui, et rappeler quand même que Adama Bictogo, non seulement était à l'origine de la création du parti RDR, le parti d'Alassane Ouattara, mais que
si mes souvenirs sont exacts, il en a même été... Ah non Ah Non, si, je pense pas, il en a même rédigé les statuts, vous voyez. Ah ouais? Ah bah oui. C'est pas l'info que... Alors il va falloir qu'on check cette Adama Victogo information. rédiger les statuts du RDR. C'est possible? Alors avec... mais là, c'est une nouvelle information. Moi, je sais pas. J'ai pas cette info. Avec le sourire méprisant du président à vie des journalistes ivoiriens de la planète entière et de la banlieue parisienne, on sent qu'il n'y croit pas. Alors Non, on va vérifier et on en parlera la prochaine fois. On verra bien. C'est pas que je ne crois pas, c'est verra faux. Bon. Je vais te donner l'information. Oui, vas-y. Les statuts du RDR, je ne parle pas du RHDP, Jenny Comina. du RDR ont été rédigés sous la patame de Laurent Gbagbo à la Rivera par feu. Comment on appelle ça, la Bogadoudou. Voilà l'information, je te la donne. Alors, peut-être que, oui, ou c'est le RHDP, peut-être, mais en tout cas, Victogo, c'est pas n'importe qui, ça c'est une certitude. Et là, Atom Blanc a tout à fait raison. Et puis, je voudrais rebondir sur une chose qu'a dite Stéphane, il a 1000 fois raison. Cette histoire qui est une véritable pantalonnade et pour laquelle la bande à Carlyle aujourd'hui croit bien à cru bon de la hisser en une, c'est peut-être aussi pour ne pas parler des vrais sujets qui fâchent aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Moi, celui que je mettrais en premier aujourd'hui, voyez-vous, c'est le cacao. Parce que rien ne va plus dans la filière. On paye aujourd'hui des planteurs avec du papier. Et ça, c'est gravissime. Si on fait ça, c'est que ça ne va pas. Ça, oui, c'est un vrai sujet. Puis il y en a un second de vrai sujet. Il ne faudrait quand même pas qu'on se cache derrière notre petit doigt. C'est le nom de Nina Keïta, la nièce du président Alassane Ouattara, qui aujourd'hui est à la une de l'actualité dans le cadre de l'affaire Epstein. Dans la nuit, un journal français qui s'appelle le journal Le Monde, qui n'est pas une feuille de chou, a publié un article disant quand la nièce du président ivoirien Alassane Ouattara jouait les entremetteuses pour le pédocriminel. Et ça, c'est un vrai sujet. Alors l'affaire Victogo, pardon, mais ça ne m'intéresse pas vraiment. Mais en revanche, je veux bien qu'on parle des vrais sujets. Je veux bien qu'on parle du cacao. Je veux bien qu'on parle de... Tiens, d'ailleurs, je vais, si possible, avant la fin de l'émission, parler de l'affaire de Nina Keïta. Ça m'intéresse beaucoup, ça, oui. Et je pense que ça intéresse aussi nos téléspectateurs. Jean-Yves. Oui. Pour moi, je pense que Stéphane il a clairement dit. Hein. En fait, c'est une tactique politique. Et en fait, moi, j'appellerais ça un ballon d'essai médiatique. Voilà, parce que c'est pas la première fois. Et je pense que ça fait partie même de l'école du RHDP, hein, parce que c'est pas la première fois qu'on a affaire à ce genre de rumeurs-là. Je pense qu'on a eu plusieurs cas comme ça. Même le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, il y a plusieurs fois eu cette rumeur-là sur son état où on disait il n'était plus de ce monde. On a aussi eu le chef d'état-major, Lassina Doumbia, qui lui aussi, par moment, on nous disait qu'il avait été, je crois, à l'état-major ou à la présidence, et non au ministère, je crois, à la sortie d'une rencontre avec le ministre de la Défense. Il y avait eu, je crois, un de ces gars du corps qui avait mal manipulé une arme et finalement, il avait eu une balle. Et voilà, il y a eu cette rumeur-là, on n'a pas vu sortir et il est apparu, je crois, lors d'une cérémonie au ministère de la Défense et tout. Donc, ils ont laissé traîner cette rumeur-là bien avant qu'il ne sorte. On a eu aussi Chérif Ousmane, où on nous disait qu'il n'était pas bien, il était décédé. Et il n'est pas sorti tout de suite. Il a quand même attendu longtemps avant de sortir. Et aujourd'hui, on a Adama Victogo. Et en fait, moi, ce n'est pas le problème, la rumeur en elle-même. C'est comment est-ce que cette rumeur est constituée. Déjà, on a un journal proche du parti, qui est très proche du parti, qui fait sortir une quelconque rumeur comme quoi le président, l'ex-président de l'Assemblée nationale serait finalement arrêté parce que, voilà, en tout cas, il y a de grosses poursuites contre lui et je crois qu'il prendrait le chemin de la Maca et tout. Et le lendemain, ils font une sortie encore pour démentir. Mais lorsqu'ils y jettent, en fait, cette rumeur-là, derrière, on a des supputations. Mais qu'est-ce
que ça coûtait, je vais dire, à l'équipe de Adama Bitogo, donc son service de communication, de laisser ne serait-ce qu'apparaître le président de l'Assemblée nationale, peut-être en photo ou bien avec une vidéo pour essayer d'éteindre cette rumeur-là, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont laissé courir cette rumeur-là pour effectivement chercher, je vais dire, en fait, à observer les tendances et puis se positionner. Voilà. Donc, pour moi, ils ont alimenté cette rumeur-là. Et donc, c'est une tactique politique. Et comme on le dit, en fait, en politique, certaines rumeurs peuvent être instrumentalisées, soit pour affaiblir un adversaire politique, soit pour renforcer, en fait, une statue. Et aujourd'hui, la question qui se pose, c'est de savoir à qui a profité, en fait, cette rumeur-là. Lorsqu'on regarde clairement, ça a profité au président de l'Assemblée, à l'ex-président de l'Assemblée nationale parce que le lendemain, il est apparu avec sourire aux lèvres et tout, en fait, on avait tout, je veux dire, tout l'hémicycle, donc toute l'Assemblée nationale qui, voilà, faisait des selfies avec lui pour montrer qu'effectivement, voilà, il est bien avec eux et toutes les rumeurs sont fausses. Donc pour moi, voilà, c'est une tactique politique qui a été bien orchestrée par son service de communication. Mais le problème que ça pose, c'est que derrière tout cela, ben, je pense qu'il ne fera qu'augmenter, je vais dire, il ne fera qu'acharner, pour ne pas dire attiser encore cette, je vais dire, Envers lui, voilà, ce truc envers lui. Et voilà, et le président a dit la dernière fois, moi je ne dirais pas que s'il n'a pas été suffisamment intelligent pour être un peu plus décent, je dirais s'il n'a pas été suffisamment lucide, voilà, pour savoir qu'au sein de cette formation politique, on ne manifeste pas ses envies de cette façon. Il a fait un premier essai, on a vu ce que ça a donné. Aujourd'hui, il ne fait qu'alimenter cela. Et il ne faudrait pas qu'on s'étonne si demain, il y a, voilà, je vais dire, on a un appareil répressif qui de plus en plus s'abat sur lui. Je pense qu'il aura cherché et lui-même, il aura alimenté. En tout cas, l'info a été vivement suivie. C'est un homme politique congolais qui m'envoie. C'est quoi cette histoire et tout. Je dis non, mais c'est faux, tu vois. Donc, pour dire que Jean-Yves a raison, ça a quand même profité à quelqu'un. Il y avait une véritable intention. C'est pour ça qu'on fait cette émission aussi, pour commenter cette opération. Comme Stéphane a dit, c'est une tactique aujourd'hui qui s'inscrit dans ce qui se joue en Côte d'Ivoire. C'est ce que moi j'aimerais ajouter. Ce que j'aimerais ajouter, c'est ce que nous sommes tous en train de dire. À qui profite du crime? On l'a dit, nous tous, visiblement, ça profite à un individu. Mais il ne faudrait pas qu'on approche cette affaire-là comme si c'était... Il est en train de chercher au sein du RHDP. Non, Monsieur Adama Bitogo est conscient qu'au RHDP, ce qui se joue là-bas, ce n'est pas son avenir. Et il va voir plus loin. Il va au-delà du RHDP. Ça a suscité quel émoi? Lui, son affaire de son arrestation, ça a suscité quel émoi? En fait, c'est ça. C'est ça. Et moi ou Mokeri, président, attention. Non, ça a suscité un émoi. Ah oui? La moquerie est également aussi un émoi. On peut l'approcher de cette façon. Mais moi, au-delà, j'aimerais dire à Norbert. Ah. Vous voyez, quand on est sur un plateau, la moindre des choses, c'est le respecter. Quand on vient se poser sur ce plateau-là, on le respecte. On ne peut pas se lever et venir dire, voilà un vrai sujet et voilà un non-sujet. Non. L'affaire de M. Adama Bitogo a intéressé les Ivoiriens. Nous qui sommes des observateurs de la vie publique ivoirienne, nous avons constaté que l'ensemble des Ivoiriens sur ce sujet en ont parlé. Ils l'ont traité de quelque façon que ce soit, mais ils en ont parlé. Donc, tu ne peux pas venir, moi journaliste ivoirien, me dire, ceci est un non-sujet. Tu ne me respectes pas. Il faut en parler à Stéphane, parce que Stéphane a dit qu'il y avait des sujets. Il faut laisser le président terminer. Qui étaient là pour les Ivoiriens, pour les pas distraire. Pour le plateau. Il faut le dire à Stéphane. Pas pour le plateau. C'est pas ce qu'il a dit. Ne mélange pas les choses. Et deuxièmement, pour revenir sur cette question, franchement, moi j'ai envie parce que ça l'intéresse, on va mettre les pieds dans le plat. Ah, formidable. Oui, parce que je vois que c'est ce qui t'intéresse. On va mettre les pieds dans le plat. Allons-y. Franchement, ça ne m'intéresse pas. Ah, ben voilà, il préfère parler d'Adama Bitogo, bien sûr. Bon, mais les choses sont claires, mesdames, messieurs, les choses sont claires. Pour l'info, parce que je pense qu'il y a un quiproquo sur ce plateau. J'essaie de rester assez calme pour continuer l'émission. Mais le sujet devait être abordé lundi, en long et en large.
Voilà, la bande Akali n'a jamais esquivé un sujet. Je pense que nous sommes l'émission qui vraiment on parle de sujets, même les plus sensibles, et en toute transparence. Voilà, donc je tiens à vous dire merci, hein, de vous soumettre à cet exercice, mais ne donnez pas l'impression qu'on fait l'impasse sur une actualité. Nissan. Alors, juste pour rebondir assez rapidement, pour revenir sur le sujet en question, moi je veux savoir en fait, le journal L'Essor en fait profite à qui? Parce que, voilà, parce que non, mais c'est ça ma question. Mais oui, parce que le propriétaire, pour moi, il y a une séquence, le journal peut pas dire... Je vais rebondir, je suis en train de m'exprimer. Allez-y. Je suis en train de m'exprimer. Déjà, la première des choses, en fait, est-ce que l'information de L'Essor est une information qui respecte déontologiquement en fait, l'éthique de la presse? Parce que moi, je ne suis pas journaliste, mais je pense que souvent, quand des journaux se sont permis de donner des informations qui ne sont pas claires et avérées, on a le Conseil national de la presse qui fait un communiqué, d'accord, pour donner des sanctions et dire des choses. C'est vrai. Motus bouche cousue du CNP. Parce qu'on a en fait 2 informations contraires en 24 heures. Depuis bientôt 6 ans, ça a changé de dénomination. Ce n'est plus le Conseil national de la presse, c'est plutôt l'Autorité nationale de la presse. Bon, merci, Président, de rappeler, parce que je ne suis pas journaliste. On sait que je suis très à l'aise sur TikTok. Alors, non, mais je le prends avec beaucoup d'honneur et beaucoup d'appréciation. Voilà, il faut avoir le sens de l'humour, mesdames et messieurs. C'est très important. C'est très important, et c'est bon pour le moral. Alors, donc, j'étais en train de dire quelque chose. L'Autorité nationale... Vous pouvez répéter s'il vous plaît pour ne pas que j'écorche en fait. L'Autorité nationale de la presse, ANP. Voilà, ANP. Merci monsieur Dédi. Donc l'ANP ne s'est pas prononcé. Et c'est pour ça que je demande le journal L'Essor, parce que j'ai fait quelques recherches, L'Essor ivoirien, on sait que l'actuel député monsieur Guillaume Bateau était directeur... Oui, de Dalané était directeur général avant d'aller aux éditions Nemba. Si. Non. L'Essor ivoirien, si. Non. Il y a une méprise. Si tu ne connais pas, il va t'expliquer. Oh, mais ça suffit. Ah bon, non, on fait des bonnes informations. Allez-y, Président. Voilà. Oui. Monsieur Guillaume Bateau a été un moment coopté par L'Essor pour le diriger. Oui. L'aventure n'a pas duré. Mais c'est ce que je viens de dire. Mais est-ce que tu peux m'écouter? L'aventure n'a pas duré 10 jours. Bon, oui. L'aventure n'a pas duré 10 jours. Oui. Voilà. C'est tout. Et après, elle allait créer son journal. Mais même si c'était 2 jours, je disais, j'ai donné une information, j'ai dit la seule information que je détiens, l'actuel député Guillaume Bateau a été nommé un moment avant de partir aux éditions Nimba. C'est ce que je viens de dire. Donc, il n'y a aucune différence dans nos dires. Alors, laissez-moi continuer, c'est très important quand même. Oui, bon, voilà, c'est le vendredi. Donc, je suis en train de dire quelque chose. Je ne sais pas quel était l'intérêt du journal L'Essor. Est-ce peut-être les gens du journal L'Essor, d'accord, ont élaboré cette stratégie-là aussi, d'accord, de fake news avec l'équipe de M. Big Togo. Mais véritablement, où depuis un mois, tout le monde nous bassine la tête que M. Téné Birahima Ouattara est quelqu'un qui devient fort, est quelqu'un qui naturellement sera le successeur ou le dauphin. Et on vient, moi j'entends, oui, bon, l'équipe de Big Togo profite de l'occasion, M. Big Togo se sent voilà, vraiment bien, il gagne en cote sympathie auprès des Ivoiriens. Sauf pour moi, s'il est suicidaire. Parce qu'il y a certaines affaires qui sont judiciarisées, et je vous ai parlé, j'ai fait exprès de parler de l'ex, je crois, DAF de la SNEDAI, qui a fait un communiqué étrangement, et donc 24 heures, le sort public. C'était pas un communiqué, c'était une interview. Ah bon, oui, effectivement, oui, c'était une interview, effectivement, c'était une interview dans un journal. Merci pour les détails, j'aime bien les détails. Non, mais laissez-le, c'est important aussi pour parler la langage des gens. J'aime la précision. Oui, soyons précis. Alors, et ensuite, 24 heures, on a L'Essor qui sort quelque chose. Après 48 heures, les choses changent. Moi, je pense que au-delà de ce qu'on nous dit, rumeurs et autres, et pour augmenter la cote de M. Big Togo, je ne vois pas l'intérêt parce qu'il est au sein du RHDP. On sait qu'il y a un homme fort qui est M. Téné Birahima Ouattara. Et je pense que c'est plutôt là se mettre... En fait, il est en train de plutôt agacer, d'accord, agacer son parti qui cherche à être un bloc, d'accord, pour pouvoir maîtriser tout ce qui est succession en douce, que de venir être en fait un grain de sable dans ce qui se passe. Donc pour moi, code sympathie ou pas, Monsieur Big Togo, il est dans une affaire qui risque d'être une impasse assez compliquée pour lui. Et dans ce contexte, on va terminer ce sujet. Est-ce qu'il peut, je dirais, survivre encore politiquement, Monsieur Big Togo? La justice est indépendante, donc... je vais juste revenir sur quelque chose que Monsieur Nsan. On sent dire régulièrement. L'interview du DAF de SNEDAI, si vous partez de l'interview, vous risquez de manquer un pan qui risque de travestir un peu votre analyse. Allez. Parce que son interview intervient également le lendemain de sa condamnation définitive dans le cas de l'affaire SNEDAI. Oui. Donc, on pourrait dire qu'il réagit à la suite de sa condamnation. Maintenant, pourquoi je demande de faire attention, c'est que tout à l'heure, vous avez parlé de, a priori, l'indépendance de la justice. Donc, en mettant l'interview dans tout ce continuum-là, on risque, pour certaines personnes
d'écouter en disant la justice aussi a été instrumentalisée pour le condamner et donc il a fait une interview. Voilà. Non, je dis juste de faire attention parce que voilà, j'imagine que c'est pas ce que vous étiez en train de dire. Maintenant, est-ce que ça sonne la fin pour Big Togo? Je ne sais plus qui l'a dit, mais tant qu'un homme politique est encore en vie, il ne faut pas signer son arrêt de mort. Voilà, moi c'est ce que j'aimerais dire et on s'en l'a si bien dit, sauf s'il est suicidé. Je pense qu'il a noté quelque part dans un de ses carnets comment d'autres personnes qui ont évoqué des ambitions ont fini, que ce soit au niveau du RDR, j'en veux pour preuve Mogo Fofana, que ce soit au niveau du RHDP, je pense qu'il a bien noté. À côté de cela, on dit, il y a un dicton russe qui dit « celui qui doit mourir pendu, il ne se noie pas ». À côté de cela, il a aussi son parcours politique à construire. Donc, en tenant compte de cette donnée-là, je pense qu'il essaie de naviguer entre détracteurs, entre aficionados pour construire donc, son chemin politique. Mais d'ores et déjà, le condamner à la mort politiquement, je pense que ce serait une grave erreur. Et je ne pense même pas que ces détracteurs, s'il y en a au sein du RHDP, le condamnent politiquement à mort aujourd'hui. Je pense que le président, hier, dans le de la conférence de rédaction, avait posé une question intéressante. Est-ce qu'il est encore dans les plans de M. Ouattara? Pour moi, non. Bon, allez-y, allez-y. Oui. En fait, moi, je pense que le président Ouattara, quand même, c'est que moi, je le critique assez souvent, hein. Mais je pense qu'il a quand même cette élégance-là par moment de ne pas faire les choses de façon grossière. Vous voyez? Et donc, Big Togo, qui, pour moi, hein, il a été élu à Yopougon. Donc, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de faute politique à son égard parce que, voilà, à aucun moment, il n'a fait une sortie qui puisse, en tout cas apparemment, hein, blesser le chef. Et donc, aujourd'hui, l'écarter comme ça, brusquement, ce serait trop gros. Et donc, s'il doit être écarté, je pense que ça va se faire peut-être assez élégamment, je pense. Et donc, pour moi, le président Ouattara, bien que Big Togo peut-être peut ne pas faire partie de ses plans futurs, mais il va quand même le caser quelque part. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde normalement le vice-président, la nomination du vice-président n'a pas encore eu lieu, si je ne m'abuse. Et donc, moi, je verrais bien Big Togo à ce poste-là. Je ne sais pas, peut-être l'avenir nous... Non, mais après, c'est après, le président nous a habitués à des surprises aussi, hein. Donc, pourquoi pas. Le président Ouattara nous a toujours habitués à ça, comme je l'ai dit. Je n'avais pas vu cette option aussi. Voilà, il nous envoie sur un côté, lorsque tout le monde se dit que c'est fini pour lui, et là, il fait sortir, parce que toutes ces rumeurs, moi, je ne crois pas que Big Togo puisse prendre le risque de faire ça à lui seul. C'est-à-dire de se lancer comme ça sur ce chemin-là. Ça sera, comme on le disait, ça sera suicidaire pour lui. Et donc, lorsqu'on regarde, pour moi, c'était une opération orchestrée depuis la base, hein, depuis la base. Donc, c'est tout l'appareil qui est derrière cette opération-là, juste pour faire croire à l'opinion publique qu'il serait peut-être, il ne serait pas en odeur de sainteté avec le reste de l'appareil. Et puis, derrière, il sera peut-être promu au poste de vice-président. Donc, merci, c'est ce que moi je merci Jean-Yves. Il s'en fait une précision. Non, juste précision par rapport à l'intervention de M. Dédi. Ce qui est intéressant, en fait, effectivement, dans cette interview, puisque cette interview, c'était après la condamnation, on est d'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'individu n'est pas en Côte d'Ivoire. Et il prend acte de la condamnation et il indique se rendre en Côte d'Ivoire pas pour se rendre à la justice. Il dit, j'ai besoin de clarifier des choses. Alors, quand il clarifiera ces choses, parce que lui qui est directeur, et dans cette interview, il dit « j'ai reçu des instructions ». C'est intéressant. Donc, hiérarchiquement, il dit qu'il n'a pas agi de son fait. Et c'est ce qui est intéressant, parce que derrière moi, je sous-entends qu'il y a de grosses têtes qui peuvent être... Après, il y a sa fille, il y a plein de personnes que je ne vais pas citer. Mais on a l'impression que, en acceptant, en assumant la condamnation, monsieur a des choses à dire. Est-ce que cette affaire-là, normalement, est-elle bénéfique pour le RHDP en tant que famille politique? Est-elle bénéfique pour l'individu, pour le sieur Adama Big Togo? Je ne le pense pas parce que c'est son groupe. Donc derrière, je pense qu'il y a un règlement de compte politique qui ne dit pas son nom, mais attendons de voir. Il n'a fait que
je dirais, largement Et je respecte l'indépendance de la justice. Documenté par Enquête Média. Président Jean-Paul Laurent. Non, sur ce sujet-là, nous, à Enquête Média, on l'a traité, et on continue de la traiter. Mais il faudra noter que ce n'est pas pour défendre l'essor. Hein. Le premier papier, la première une de l'essor est consécutive à l'interview du DAF, M. Kwame. Et certainement, dans les failles que on s'en ressort, c'est dans ces failles-là, dans ces détails-là qu'ils ont ressorti certainement le diable pour dire que Bictogo doit venir parler parce que pour l'ex-DAF condamné, il ne peut pas avoir un détournement d'un tel niveau sans qu'il y ait des alarmes qui se déclenchent à tous les étages, que ce soit au sein du SNEDAI ou de l'appareil étatique. Voilà des questions, des ouvertures qu'il faut que ce DAF l'a fait. Et c'est sur ces ouvertures, ces questionnements, que certainement l'essor s'assoit et fait un papier sur lequel, puis bon, ils ont là une qui, on peut dire qu'elle est racoleuse. On peut se permettre cela. Maintenant, le lendemain, qu'est-ce qui les pousse à dire qu'ils ont dessus de tout ce soir, ils ont mené quelle enquête, ils ont reçu quel coup de fil. Et puis, on ne dévoile pas les choses. Clair. Mais pour revenir sur une chose, sur un détail, moi je suis convaincu d'une chose. Monsieur Adama Bictogo est convaincu, et je le dis sur ce plateau ici, qu'il a un destin national. Que cela soit apprécié d'une manière ou d'une autre au sein de sa formation politique, il est convaincu qu'il a un destin national. Et ce destin national ne se fera pas uniquement avec le RHDP, se fera avec l'ensemble des Ivoiriens. C'est dans cette dynamique, je peux estimer que certainement il s'inscrit et il a tenté, c'est une spéculation, hein, tenté de vérifier sa cote de sympathie auprès des populations ivoiriennes. Voilà. Bon, on va laisser Norbert qui s'agite. Oui, pour moi, Adama Bictogo, je l'ai toujours dit sur ce plateau, a pris en Côte d'Ivoire la tête d'un front anti-succession dynastique en vertu d'un principe simple, c'est que la Côte d'Ivoire c'est une république et pas une monarchie, c'est tout. Et il s'avère que le frère du président, on l'a présenté ici comme étant sur une rampe de lancement pour succéder à Alassane Ouattara, c'est ça la succession dynastique. Adama Bictogo s'y oppose, c'est pas nouveau. La fake news a été dégonflée en 24 heures. Ça va, ça me paraît pas être l'élément essentiel. Le journal en question qui a exploité cette affaire. Moi, j'ai fait la revue de presse à RFI, la revue de presse Afrique, pendant 13 ans. Je ne l'ai jamais cité une seule fois, mais pas une seule fois. Bon, donc, si vous voulez, quand je dis qu'il y a des sujets qui me paraissent plus importants en Côte d'Ivoire, je ne dis pas autre chose que ce qu'a dit Stéphane Dédy. J'étais parfaitement conscient que nous avions convenu, mon cher Carlyle, de parler de l'affaire Nina Keïta lundi. Il s'avère que ça n'est pas, contrairement à ce que dit le président Oro, Norbert Navarro, qui est irrespectueux, c'est l'actualité qui est irrespectueuse. Il s'est passé, entre le moment où on a pris cette décision et au moment où nous enregistrons, il s'est passé quelque chose. La publication d'un article, non pas dans une feuille de chou, mais dans le journal Le Monde, où la nièce du président, Alassane Ouattara, est qualifiée d'entremetteuse pour un pédocriminel. Et ça, c'est un accident de l'actualité qui nous oblige, nous journalistes, en dépit des préventions de confrères en Côte d'Ivoire qui, effectivement, ont un peu peur d'aborder ce genre de sujet. Il nous oblige, nous ne pouvons pas ne pas en parler. Alors si je devance un petit peu l'appel par rapport à lundi, et j'ai bien noté que la bande à Carlyle reparlera de ce sujet en profondeur lundi, et j'attends avec gourmandise ce que vous allez pouvoir raconter sur le sujet, eh bien on en parlera lundi, mais je pense qu'il fallait quand même qu'on en dise un mot. C'est gravissime qu'un journal qui a jusqu'à présent toujours défendu Alassane Ouattara, y compris lors de la dernière élection présidentielle, en 2025 en Côte d'Ivoire, le lâche manifestement
et jette en pâture le nom de sa nièce et publie des extraits de documents, des mails qu'elle a échangés avec Jeffrey Epstein. Alors, les Ivoiriens ne sont peut-être pas encore au fait de cette histoire, mais ils vont en entendre parler. Je rappelle une chose, c'est que cette histoire a coûté son poste à Jack Lang, qui était depuis des années, des dizaines d'années, même je ne sais plus combien de temps, à la tête de l'Institut du monde arabe. Il a dit qu'il y était pour rien, qu'il n'a pas tenu 24 heures. Donc on ne sait pas ce qui peut se passer aujourd'hui avec cette affaire. Mais cette affaire, elle s'impose à nous, qu'on le veuille ou non. Voilà ce que je voulais dire. Vous voulez réagir, messieurs, à ce sujet? Oui, bon, moi j'aimerais juste apporter quelques détails et puis aussi si l'émission, en fait, c'est-à-dire le thème abordé dans tout son essentiel, c'est-à-dire dans tous les points, parce que c'est un dossier qui ne pointe pas seulement que Mme Nina Keïta, ça pointe aussi, bien évidemment, aussi l'aspect du ministère de l'Intérieur. Il y a M. Ehud Barak, qui est le fait qu'elle soit aussi entremetteuse entre des personnalités. L'ex-premier ministre Ahmed Bakayoko aussi est mentionné, avec aussi, dans les échanges des mails que j'ai eu à voir, des affiliations en ce qui concerne des appellations assez intimes comme votre jumeau et tout cela. Je veux juste dire, pour faire juste un petit point sur cet élément-là, parce que le lundi, on rentrera dans les détails du dossier Epstein, et juste dire qu'effectivement, Mme Nina Keïta a été citée. Si le monde le relève aujourd'hui, d'autres organes de presse, et même en fait le dossier en fait du Epstein Files, en fait du ministère de la Justice américaine, en fait relève tous ces éléments-là, les différents échanges quand elle était par exemple en Afrique du Sud, des échanges quand elle était aux États-Unis, des échanges même avec sa signature, travaillant aussi à la primature en Côte d'Ivoire. Tous ces éléments-là seront abordés le lundi. Donc, effectivement, le monde l'a mentionné, c'est une très bonne chose. On attend vivement, effectivement, que des organes de presse africains, et en l'occurrence ivoiriens aussi, se penchent sur ce dossier pour éclairer la lanterne en fait des Ivoiriens. Merci beaucoup, oui, Président. Bon, comme lundi, on aura l'occasion de rentrer dans les détails, mais j'ai pu lire aussi cet article de Le Monde, de la correspondante de Le Monde à Abidjan. Franchement, j'ai lu l'article, on va rentrer dans ça. J'ai l'impression que dans ce monde-là, être l'ami d'un pédocriminel ou bien avoir connu un pédocriminel est un délit. C'est quand on est pédocriminel soi-même qu'on est un criminel. Ou bien quand on est pédocriminel que c'est un délit. Donc, franchement, on y reviendra, on aura certainement l'occasion en fonction des différentes pièces qu'on va évoquer ici. Sachant pour que ces questions. Il a contacté pas mal de personnes aussi. Hein. C'est pour ça que vraiment il faut une émission un peu plus longue, plus détaillée. On ne va pas venir sur la base d'un élément pour expliquer son fonctionnement, surtout à nos téléspectateurs. Vous allez faire une présentation ce lundi. Hein, on ne va pas venir jeter l'opprobre sur quelqu'un sur la base d'un article de presse ou bien d'un mail. Nous allons certainement prendre le temps de regarder cela. Mais moi, j'ai envie de dire à Norbert que ce n'est pas parce que je suis l'ami d'un criminel ou parce que j'ai connu un criminel, parce que j'ai fréquenté un criminel, que cela fait de moi nécessairement un autre criminel. Réservez votre argumentation pour le... Stéphane, rapidement avant qu'on passe... Oui, je pense que vous aurez une belle émission. C'est ça, vous aurez un duplex si vous voulez. Hein. Oui, bon, peut-être. Oui, moi, ça ne me dérange pas. Mais moi, je viens d'Abidjan. Ce que je peux vous dire, ça n'intéresse pas les Ivoiriens. Ça fait plus de 3 semaines que les Epstein Files, si on peut dire, sont rendus publics. Les premiers jours, oui, des gens ont fait des recherches ça et là, mais vous aurez remarqué qu'aucun parti d'opposition n'en a parlé. Aucun journaliste d'investigation, en tout cas en Côte d'Ivoire, n'en a parlé. Tout à l'heure, M. Navarro avait relevé 2 faits. Il avait parlé du cacao, n'est-ce pas? Et puis du fameux Epstein File. Mais sur le cacao, plusieurs partis d'opposition ont parlé de cela. Ils ont même fait des propositions. Voilà ce qu'il faut faire pour relever le prix du cacao. Mais sur, comment on appelle, Epstein Files, ça n'intéresse pas les Ivoiriens. Moi, je peux vous l'assurer. Ça n'intéresse pas les Ivoiriens. Sinon, il y a rien à voir. Non, s'il vous plaît. Sinon, je pense qu'il y aurait eu des gens qui allaient s'émouvoir, ce genre de choses. Aujourd'hui, il y a certains partis d'opposition dénoncent plus d'1 millier de personnes qui sont en prison
suite aux différentes élections, aux appels au boycott et tout. Voilà des sujets qui les intéressent. Les planteurs, pour certains, brûlent leur cacao parce qu'ils n'arrivent pas à le vendre, ou bien on leur fait des promesses qui ne sont pas tenues. Voilà ce qui intéresse les Ivoiriens. On a des plateaux techniques dans plusieurs localités qui ne sont pas au point. Voilà ce qui intéresse les Ivoiriens. Ce que Epstein aurait fait avec le ministre Ahmed Bakayoko, avec Nina Keïta, avec tout et n'importe qui en Côte d'Ivoire, très honnêtement, pour moi qui vis en Côte d'Ivoire, ça n'intéresse pas les Ivoiriens. C'est une injonction. Maintenant, on verra d'ici à lundi, quand vous allez en débat. Il y a des vidéos qui circulent aussi sur TikTok. Nous sommes envoyé des liens. Voilà. Sinon, que le monde ait dit ceci, cela. Le monde, pendant les élections, a dit que Ado avait reçu des instructions de Macron. Certains partis d'opposition se sont servis pour dire c'est fini, Ado va passer, ces genres de choses. Nous sommes en février 2026. Il a été élu, il est en train de gouverner et je ne pense pas que ce sont des éléments nouveaux. Maintenant, après, libre à vous de... Après, rapidement, si vous permettez, mais c'est discutable, parce que ce que M. Dédi dit est intéressant, mais il faut comprendre quelque chose aussi. Peut-être que ce n'est pas vulgarisé. Exactement, parce que ce sont les médias aussi. Je suis d'accord avec votre constat. Ça, on ne peut pas discuter ce constat. Aucun média n'a véritablement en tout cas ce que je sache, n'a vraiment révélé cette affaire. N'a mis ça en avant. Voilà, n'a mis ça en avant. Maintenant, vous savez, ce dossier, en fait, effectivement, il y a Epstein, qui l'a dit, le pédocriminel, mais il n'y a pas seulement que ce volet. Et c'est intéressant parce que le président a rebondi dessus. Si on a une émission, en fait, en large, il y aura matière véritablement à discuter. Parce que quand les gens entendent l'affaire Epstein, automatiquement, ils sont focus que sur la pédocriminalité. Il y a beaucoup d'aspects, en fait, d'accord. Il y a un aspect scientifique, il y a un aspect biologique, il y a un aspect même, en fait, de l'Institut Bill Gates, en fait, la fondation, pardon, Bill Gates, qui devait aussi aider le ministère de la Santé. Il y a plein de volets qui sont intéressants à aborder. Maintenant, est-ce que si une émission avec un format plus large est mise en place, ça n'éclairera pas la lanterne des Merci. Juste un tout petit mot. Je voudrais quand même souligner, sans vouloir manquer de respect à Stéphane Dédi, que Stéphane Dédi se contredit. Parce qu'il a commencé au début en nous disant que des fois on aborde des sujets pour ne pas en aborder d'autres, pour distraire les gens. Il décrète que ça n'intéresse pas les Ivoiriens. Peut-être qu'aujourd'hui il a raison, mais qui lui dit que demain ça ne va pas intéresser les Ivoiriens? Sans problème. Merci beaucoup. En tout cas, on se retrouve lundi pour en parler. J'ai écouté Instant Promo, de très beau podcast de l'émission C'est ce soir avec Harry Rissouli. Il y a une émission, Epstein, la victoire du complotisme, Epstein, la vérité à l'épreuve. Ce sont des trucs vachement intéressants qui nous permettent dans la méthode d'analyse de ce sujet. Deuxième sujet, messieurs, on parle maintenant du retour de Valérie Yapo. Ça faisait longtemps celle-là. Et Jean-Yves, c'est vous qui m'avez interpellé sur ce sujet hier en conférence de rédaction. C'est un retour qui intervient, je crois, à 2 mois de la célébration du 80e anniversaire du PDCI-RDA. Et comme à son habitude, elle a appelé à une restructuration du parti. Jean-Yves, comment interprétez-vous ce retour et ces propos? Non, mais en fait, Valérie Yapo, elle, je pense qu'elle a cette particularité-là de, effectivement, à chaque, lorsqu'on a des, je dirais pas des problèmes, mais lorsqu'on a des soupçons, bien des velléités de dissension au sein du parti, elle profite de ça pour se faire voir. Moi, je ne regarderai pas les 80 ans, les 80 ans plutôt, mais plutôt, en fait, j'allais plus me baser sur en fait le comportement des 3 députés maires de la commune d'Abidjan, donc députés maires PDC de la commune d'Abidjan. Et je pense que c'est à partir de cette lorsqu'elle a su que ces derniers-là ne faisaient pas, du moins lorsqu'ils ont manifesté leur envie de ne pas faire partie du groupe parlementaire PDCI, qu'en ce moment, elle a commencé aussi à faire ses sorties. En fait, Valérie Yapo, je pense que c'est une dame qui profite des occasions je dirais, de dissension pour essayer d'amplifier elle aussi sa position. Mais c'est plus, je vais plus revenir sur l'aspect Thiam. En fait, le président Thiam, qu'on se le dise, c'est-à-dire c'est le genre de profil, il a le profil idéal pour être un président pour succéder au président Alassane Ouattara. Ça, c'est clair. Donc, au sein de toutes les formations politiques, c'est-à-dire c'est le profil qui est recherché. Si on a un profil comme ça au PPACI, c'est un profil qui sera logiquement soutenu. Au PDCI, c'est ce qui se fait. Au RHDP, même, ce sont les profils qui sont recherchés. Donc, aujourd'hui, le fait qu'il soit au PDCI et que déjà, il est un certain groupe autour de lui. Donc, il a déjà son cercle
restreint et que elle, Valérie Yapo, ne fasse pas partie de ce cercle restreint-là. Je pense que c'est ce qui la frustre un peu. Et du coup, toutes les occasions sont bonnes pour elle pour se faire voir auprès du chef. Parce que dans la suite de ses propos, lorsqu'elle a donné des interviews sur des plateaux télé, elle a dit qu'elle était prête à rencontrer la direction afin de comment on appelle ça, afin de faire valoir afin de dire ce qu'elle pense réellement. Lors du café de presse, je crois, le déjeuner de presse plutôt. Et de M. Bredoumi Soumaïla. M. Bredoumi Soumaïla, il a demandé à ce que toutes les personnes qui ont c'est-à-dire qui ont envie de manifester le changement au sein de l'organisation, c'est-à-dire de faire valoir tout ce qu'ils pensent, qu'ils le fassent par mail. Elle a dit non, elle ne veut pas par mail, elle veut s'entretenir directement avec la direction. Donc moi, je pense que c'est une dame qui en fait elle veut vraiment rencontrer le président Thiam. Et si aujourd'hui le président Thiam, il lui donne une opportunité d'échanger directement avec elle, si elle a un canal de communication directe avec le président Thiam, je pense qu'elle va taire c'est-à-dire toutes ses velléités, tout ce qu'elle aujourd'hui essaie de faire valoir. Et voilà. Dans quelle intention? Pourquoi forcément vouloir le rencontrer? Enfin, je sais pas. Parce que logiquement, elle veut faire partie de ce cercle restreint, parce qu'elle sait, comme je le disais tout à l'heure, le président Thiam, il a le profil pour succéder au président Ouattara, c'est le profil de le renverser, non? Elle peut faire partie. Non, je ne pense pas qu'elle fait. Mais la procédure, là. La procédure. Si, la procédure. Non, elle n'a pas encore lancé de procédure pour l'instant. Elle avait fait des procédures avant les présidentielles. Non, oui, elle avait fait des procédures dans le passé, qui n'ont pas donné ce qu'elle espérait. Pas elle espérait, mais qui n'ont pas donné de résultats concluants. Mais aujourd'hui, elle a dit qu'elle n'était pas dans cette mouvance-là et qu'elle était plus dans dans une option de vouloir plus rencontrer le président Thiam, et puis, pas le président Thiam, mais plutôt la direction, pour essayer d'échanger là-dessus. Voilà. Le titre du bandeau, c'est est-ce que le PDCI peut se passer de Yassé et Mou et Oyo? Jean, vous l'avez évoqué dans vos prises de parole aussi, messieurs. Oui, mais là, je vais finir là-dessus, parce que je pense que ceux qui sont sur le plateau ont longuement parlé de tout ce qu'ils voulaient parler, de tout ce dont ils voulaient parler. Donc moi, je vais prendre. On dit que c'est une actualité urgente, donc on a pris du temps, monsieur. Voilà, moi aussi, je vais pas le jaloux là. Pour dire ce que j'ai à dire. Donc, en fait, au sujet de ces trois personnalités-là, pour moi, ce sont des gens qui, moi, je pense qu'il y a un peu plus de, je vais dire, ils ont été quand même méchants. Voilà, parce qu'en fait, ces derniers-là, ont profité aujourd'hui du parrainage du PDCI. Parce que sans le PDCI, pour moi, c'est le contraire. Sans le PDCI, ces trois députés, mais là, ils ne sont rien. Aujourd'hui, on a vu que Yasmina Gougnien s'était essayée à cet exercice-là. Elle a échoué. C'est-à-dire qu'elle était partie contre la volonté du parti aux élections municipales. Elle a échoué. Gikawe, dont on se disait, Gikawe, qui a été secrétaire exécutif du PDCI pendant 10 années, hein, dans sa circonscription. Dans sa circonscription pour être député, il a échoué parce qu'il n'avait pas le parrainage du PDCI. Donc, en quelque sorte, le PDCI, c'est le parti qui est au-dessus des personnalités. Donc, aujourd'hui, ces trois personnalités ont bénéficié du parrainage du PDCI par le biais du président Thiam. C'est le président Thiam qui a donné son accord pour que ces derniers-là puissent être députés aujourd'hui de cette circonscription-là. Donc, je veux dire, le chemin qu'ils prennent aujourd'hui, c'est un chemin qui est quand même dangereux. Mais je pense que pour eux, ils ont quand même, 5 années, peut-être. Durant ces 5 années, ils vont essayer de voir. Et je pense qu'il y a aussi Bredoumi qui l'a même dit. Il a dit que ces dissensions-là, ce sont des choses qui arrivent au sein d'une famille politique, mais ils vont trouver le temps de s'asseoir et discuter. Et finalement, les choses vont rentrer dans l'ordre. Mais moi, je pense qu'ils ont intérêt à revenir dans leur formation politique et puis à suivre la ligne du parti. Parce que dans le même parti, il y a toujours cette discipline-là qu'il faut pouvoir observer pour que le parti puisse aller dans le bon sens. Surtout qu'aujourd'hui, on a affaire ils ont plutôt affaire à un parti au pouvoir c'est-à-dire aujourd'hui qui déroule mais d'une certaine avec force, quoi. Donc ils ont intérêt en fait à se resserrer les coudes pour pouvoir avancer, à moins que ces derniers décident de partir au RHDP. Vous avez rattrapé votre temps des paroles. Hein. Vraiment. Oui. Si c'est moi, Alors, vous voyez, est-ce qu'ils sont irremplaçables? Assurément non. Ils ne sont pas irremplaçables. Est-ce qu'ils sont indispensables? Oui. Parce que
Bon, tout à l'heure, c'est Jean-Yves qui donnait l'exemple de Guy Kawe, mais dans la même circonscription, le candidat du PDC, qui avait le parrainage du PDC, il a perdu. Avec toute la machine du PDC, il a perdu. Au plateau, je ne pense pas que quelqu'un que le PDCI adouberait pourrait battre EO, parce qu'il maîtrise son électorat. Le RHDP a tenté 1001 fois. Les écarts s'agrandissent année après année. Et je ne pense pas que cela est du fait du PDCI. Celui qui, de ces trois-là, qui sans le PDCI pourrait ne pas avoir son poste, c'est peut-être Jean-Marc Yassé. Parce que l'électorat à Cocody est très vieillot. Ceux qui sont sur les listes électorales, très vieillots, ils ont pour la plupart des gens qui étaient de l'époque Oufoué et tout. Donc, il n'y a pas de relation de cause à effet aussi directe. Voyez-vous, moi, personnellement, je pense que c'est pourquoi jusque-là, je ne suis pas encore encarté dans un parti politique, c'est que on assimile, ou du moins j'assimile ce que les gens appellent discipline dans les partis à de la dictature qui ne dit pas son nom. Si bien que tous ceux qui expriment des idées peut-être progressistes ou même expriment leurs différences vis-à-vis de ce que la majorité, la prétendue majorité, parce que les partis politiques, on sait comment ça se passe. Le président, il décide et puis on actionne la machine du parti. On dit non, c'est le parti qui a décidé. Si bien que ceux qui expriment leurs différences parfois sont vus comme des traîtres, comme il a dit, comme des méchants, ainsi de suite. Aujourd'hui, si on s'en tient à ce que Jeune Afrique a révélé, à savoir des propos que EO et Jean-Marc Yassé auraient tenus, parce qu'ils disent qu'ils les ont interrogés, ils ont dit qu'il y a un problème sur les choix, notamment du président du groupe parlementaire. Ça n'a pas fait l'objet de discussion. Est-ce que ça, c'est vrai? Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, il y a un malaise. Bon, d'autres appelleraient ça crise au sein du PDCI, ou un malaise pour être beaucoup plus gentil. Il ne faut pas, pour moi, si je devais m'autoriser à leur donner des conseils, même si peut-être que je ne suis pas peut-être outillé pour, mais il ne faut pas rejeter cela ou le nier. Effectivement, il y a un malaise. Dieu merci, ils ont lancé une grande restructuration, en tout cas en apparence, où ils ont demandé à ceux qui ont des choses à dire de faire des papiers, ce genre de choses. Comment est-ce que ces idées-là seront traitées? C'est encore une autre paire de manches. Il y en a certains, et je pense EO l'a dit dans Jeune Afrique, ils demandent depuis longtemps un bureau politique. Donc, les outils au sein du parti... Il y aura un bureau politique prochainement. Ouais. Les outils au sein du parti existent. Il ne faut pas se refuser de les utiliser. Il faut écouter tout le monde. Et surtout, il faut accepter le fait que la stratégie que le parti a voulu utiliser pour parvenir au pouvoir d'État, elle a échoué. Ça, c'est un fait. En tout cas, en octobre 2025, le président qui devait être celui du PDCI n'a pas été, puisque c'est le président Alassane qui a été encore réélu. Donc, il faut se dire que ce qu'on a utilisé comme démarche jusque-là, ça a échoué. Il faut avoir pour ambition claire 2028 dans un premier temps pour les municipales et 2030 surtout. Et se dire, en 2030, on va affronter soit Alassane Ouattara, soit Téné Birahima ou un autre cacique du RHDP. Quelle est la démarche qu'on utilise de maintenant jusqu'à 2030? Il faut se projeter. Quelle est la démarche qu'on utilise de maintenant jusqu'à 2028? Il faut pouvoir organiser cela et se projeter. Parce que même à l'occasion des législatives, on a eu plein de bruits de couloir sur les choix qui n'auraient pas été consensuels, ainsi de suite, sur des oublis même de dépôt de candidature. Donc, tout cela porte à croire qu'il y a un profond malaise qu'il faut avoir l'humilité de traiter afin de permettre au parti, pour moi, le PDCI a encore sa machine, même si elle est dormante, mais il faut pouvoir faire ses états généraux même du parti et puis se projeter avec succès vers l'avenir. Donc pour moi, Yassé, EO et Emou ne sont pas à rejeter. Il faut les écouter afin que... parce que peut-être que c'est eux qui, à cause de leur position, parlent aujourd'hui, mais il y a peut-être beaucoup de personnes derrière qu'eux représentent qui ont cette différence-là avec la direction aussi. Et puis enfin, il faut que, si c'est possible, le président du parti rentre en Côte d'Ivoire pour diriger son parti. Alors, réponse de M. Bredomidi, il rentrera quand les conditions seront remplies. Donc. Mais les conditions ne seront jamais réunies totalement, on est en politique. Bon, écoutez. Oui, allez-y.
Oui, j'ai compté le nombre de fois où notre ami Stéphane Dédy a dit « il faut ». Il l'a dit 11 fois. Et ce « il faut » s'adressait évidemment au président du parti, Tidjane Thiam. Je suis sûr que s'il nous regarde, bonjour président. Je précise qu'il a eu l'humilité de dire que si je peux me permettre de donner des conseils, et c'est suite à cela oui, qu'il a dit. Mais peut-être que le président Thiam va appeler notre ami Dédy pour le prendre comme conseiller. Je ne suis pas sûr que le téléphone sonne, Stéphane, il ne faut pas attendre. À mon avis, non. Il sait ce qu'il Mais ça fait. ne m'intéresse même pas. Ah, bah ça tombe bien. Mais le président Thiam, moi j'ai encore à l'oreille, il me l'a dit 2 fois en plateau, qu'il y avait des salariés du RHDP au sein du PDCI. Ça, il l'a dit. C'est lui qui l'a dit, je le cite simplement. Donc, quand il réorganise, ça veut dire qu'il fait le ménage. Jean-Yves dit que c'est un profil que les autres partis n'ont pas. C'est plus important. Et ça répond non seulement aux militants du PDCI, mais ça répond aux Ivoiriens. Parce que là où le président Jean-Paul Aureau a raison, c'est que quand on est à la tête d'un parti, on doit s'adresser aussi à la population. Que veulent les Ivoiriens ? Qui veulent-ils ? Est-ce que, par exemple, ils auraient voté Guy Kawé ou Valérie Yapo ou même Jean-Marc Liassé? Moi, j'en suis pas certain. Tidjane Thiam, oui, ça marche un peu mieux. Les sondages sont là pour le prouver. Quant aux trois mousquetaires, je voudrais souligner une chose, c'est qu'ils sont très riches, ces 3-là. Ils sont maires de 3 communes, ils sont milliardaires. Et je ne comprends pas. Ah, c'est les communes qui sont milliardaires, il faut qu'on précise. Comment font-ils pour être aussi riches alors qu'ils sont maires de 3 communes? Est-ce que quelqu'un peut me l'expliquer? Riches en termes de C'est quoi? eux qui sont riches ou c'est les communes qui sont riches? Non, eux, ils sont riches. Riches en termes de quoi? En termes de quoi? Ils sont riches personnellement. Bon, Jean-Marc Yassé, il est entrepreneur. D'accord? Jean-Marc Yassé, de ce que je sais. Après, est-ce qu'il est milliardaire? Je ne sais pas. Jean-Marc Yassé est entrepreneur avec un bon pédigré qui n'a rien à voir avec la politique. Quel pédigré? Comment? Quel pédigré? Son pédigré d'amateur et tout, avec un succès entrepreneurial qui ne souffre d'aucun doute. Ewo, je ne sais pas. Emo, je sais qu'il est docteur. Est-ce qu'il est milliardaire aujourd'hui? Ça, je vous laisse à vos allégations. Mais en fait, en posant la question, je trouve que c'est un peu insidieux. Qu'est-ce que vous voulez dire derrière? Quand vous dites que Thiam aurait dit, bon, je ne sais pas, qu'il y a des salariés du RHDP au sein du PDC, pourquoi il ne les a pas virés? Mais il n'a pas viré Valérie Yapo, elle est toujours militante du PDC. Président Jean-Paul Aureau. Il n'a pas besoin. Vous savez, moi j'ai l'impression, il est dit sur ce plateau ici qu'il y a des gens qui sont en train de tromper Thiam. Tu sais ce que tu dis là, ta façon de parler des militants du PDCI là, c'est méprisant. Ah bon? Et ils le vivent très mal. Oh là là. Dis d'eux qui sont des salariés du RHDP au sein du PDCI, c'est une mauvaise approche. J'ai cité Tidjane Thiam. C'est ce que je suis en train de dire. Quand tu lui parles, il faut lui dire, il ne faut plus il va dire ça. Ah d'accord, il faut. Alors il faut. On va rajouter un 12e, il faut. Vous pensez Terminé, président. Oui, conseil à Tidjane Thiam. Non, je vais finir. Voilà, maintenant c'est Jean-Paul Aureau qui veut être le conseiller de Tidjane Thiam. Continuez. Je l'ai dit ici et Stéphane Dédy vient de le dire encore, mais je vais répéter ce que j'ai dit sur ce plateau lors d'une émission. Le prochain candidat que l'opposition va devoir affronter là, du RHDP là, le candidat du RHDP là, il s'appelle Téné Birahima Ouattara. Oui, c'est bon. En dehors d'une catastrophe naturelle, c'est lui là. Oui. Qu'est-ce que les partis d'opposition font pour qu'à l'échéance 2030, ils puissent être efficacement préparés pour affronter ce monsieur? Qu'est-ce qu'il faut? Aujourd'hui, là, le parti d'opposition, si je peux me permettre l'expression, qui tient debout encore, c'est le PDCI. Les autres, là, tout le monde sait où ils sont. Mais est-ce que c'est dans cette logique de distance, de télétravail constant, de téléprésidence dont je parle très souvent, que Tidjane Thiam va réussir à rassembler au-delà de son parti, au-delà des militants? Je le dis, ce ne sont pas les militants du PDCI
qui vont le rendre président. C'est l'ensemble des Ivoiriens. C'est au-delà du PDCI qu'il faut. Et quand il est comme ça, lui, il est hors de la Côte d'Ivoire. Et puis, il est sur le terrain. Un Téné Birahima Ouattara, à qui, ou bien qui a tout aujourd'hui, tous les leviers administratifs, il va nommer les gens, préfets, tout, qui a tous les leviers financiers de l'État. Il va donner des trucs, distribuer de l'argent possiblement. Un homme comme ça là, qui va prendre langue avec les Ivoiriens, certainement avoir leur affection et leur sympathie. On laisse un type comme ça, sur le terrain, seul, pendant 5 ans. Et puis, monsieur le Président. Je vais finir. Oui, et puis dans 5 ans, on va venir. Ça m'inspire une question. Hein. Et puis pour venir aux 3 autres. Ouais. Franchement, hein, on est en train de faire... Sur ce plateau-là, j'ai dit ici, clairement, que c'est venu du fait du choix du président du groupe parlementaire. Ils ont estimé que le débat n'avait pas eu lieu. Et au nom de cela, il y a eu des chamailleries au sein de leurs travaux. Au sorti de cela, ils se sont tous entendus, au sorti de leur conciliabule, un cyberactiviste du nom de Macron Ier a publié in extenso tout ce qui s'était déroulé. Ça les a frustrés. Ça les a mis mal à l'aise. Ce n'est pas moi seulement, je l'ai dit sur ce plateau, avant que hier, Brendoumi ne le dise. Heureusement encore, hier, sur la même page de ce Macron Ier, il s'est excusé. Ouais. Nous espérons que les excuses de Macron Ier vont amener les 3 autres à revenir. Mais aujourd'hui, cette situation de malaise a poussé des gens pour dire qu'il faudrait qu'on se retrouve au sein d'un bureau politique pour faire l'inventaire de ce que... Pour fixer la date du congrès, c'est ce qu'il a dit. Oui, pour faire... dans le bureau politique, on sait ce qu'on s'est dit. Ils vont faire l'inventaire de ce qui s'est passé. Parce qu'au congrès, il y a un seul point à l'ordre du jour. C'est quoi? Mais élection. Un congrès a toujours un seul point à l'ordre du jour. Bon, on y reviendra. Maintenant, le bureau politique va certainement leur permettre de dire un certain nombre de choses, faire l'inventaire de ce qui s'est passé. Après... Donc, clairement, je dirais que c'est vrai, ils sont pas... Moi, je dirais qu'ils ne sont pas indispensables, mais ces 3-là sont utiles. Ils sont véritablement utiles pour le PDCI parce que, ils sont à la tête de 3 mairies qui sont importantes à Abidjan. Des mairies, moi je ne dirais pas que c'est eux qui sont milliardaires, je ne connais pas. C'est un secret, les secrets bancaires est un secret. Je ne peux pas dire que quelqu'un est milliardaire. Je n'aurais pas cette prétention de venir dire on sait que de façon... Bernardo est milliardaire. Au moins, sur la base de ses aveux ou bien de ses déclarations, c'est source vérifiable. Il peut le dire. Mais pour l'instant, quand on voit ces entreprises, on peut dire, mais je ne viendrai pas sur un plateau de télé de façon péremptoire dire qu'ils sont milliardaires. À côté de ça, leur mairie... c'est fini? Non, je vais finir. Leur mairie, là, leur mairie ont l'argent. La mairie du plateau, la commune du plateau est l'une des communes les plus riches de Côte d'Ivoire, si je ne m'abuse. La commune, mairie... oui. La commune, mais la caisse de la commune, c'est pas la caisse du maire. C'est pas la même chose. Elle n'a pas été dit que c'est la cause du maire. Elle n'a pas été dit ça. Maintenant, ces communes-là, elles embauchent très souvent des jeunes militants du parti. Elle leur donne du travail. Quand il y a des manifestations du parti, ce sont ces communes-là, ce sont ces communes de PDCI-là qui donnent de l'argent, on le sait. Donc, il ne faudrait pas qu'on ait cette attitude, je dirais, ostentatoire quand on parle d'un certain nombre de cadres et de militants du parti. C'est vrai. Mais Tidiane Thiam est brillant. C'est vrai, il a dirigé Prudential. C'est vrai, il a dirigé Crédit Suisse. Mais on ne dirige pas les hommes. En Côte d'Ivoire, on ne dirige pas des hommes, on ne dirige pas des personnalités, comme Yassé Philippe, Jean-Baptiste révélateur, comme le docteur Emou, comme le... la politesse, m'écoutez, on a eu cette politesse à nous écouter quand vous parliez. Donc, vous êtes en train de sortir. Nous buvons tes paroles, Soyez polis. Oui, donc, c'est pour dire qu'on ne dirige pas des hommes de cette carrure-là, comme si on dirigeait quelques numéros, je dirais, de sécurité sociale. Seriez-vous à l'aéroport pour l'accueillir s'il rentre, Tidiane Thiam? Accueillir qui? Tidiane Thiam s'il rentre en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Vous êtes un chantre de son retour. Non, je suis un chantre de son retour parce que j'estime que le RHDP, le RHDP dans sa situation actuelle, qui est en train de préparer une succession dynastique que je ne veux pas. Je dis aujourd'hui, le seul parti d'opposition en capacité de pouvoir véritablement affronter le RHDP et Téné Birahima Ouattara, c'est le PDCI et Tidiane Thiam. Et le COJEP, c'est... Bon.
Merci beaucoup, monsieur. Le coach avait cherché quoi? Oui, si, le coach avait cherché quoi comment? On demande et le coach a dit le coach avait cherché quoi. Bref, donc le truc, en fait, il y a tout à l'heure, il y a Franck qui a parlé. Non, mais pour lui, les gens, ils veulent récupérer et puis il arrive. Non, non, hein. Le président dit quoi? Il ne sait pas. Quand il dit coach l'épidémie, tu sais pourquoi? Le coach vient chez quoi dans ça? Non, les saluts, c'est le contrat social. C'est un contrat social. Tu as dit que le coach n'était pas en mesure d'affronter j'ai dit, mais le coach est possible. Mais pose des questions en ces termes de façon aussi respectueuse. Là, j'ai été discoutois. Oui, tu as été très discoutois. Oh, putain. Terminé, Jean-Yves. En fait, on parlait de. Il y a Franck qui a dit la discipline en Côte d'Ivoire, la discipline du parti. Et je crois qu'en Côte d'Ivoire, on a plus une sorte de dictature au sein des partis. Moi, je pense que peut-être il faudrait qu'on puisse bien regarder. Il faudrait qu'on puisse bien regarder parce que c'est vrai que on peut manifester on peut manifester son désir ou du moins on peut être, en fait, on peut ne pas être en phase avec les autres, mais au sein des appareils politiques, en fait, on a des organes pour pouvoir manifester ces différents points de vue là. Mais une fois qu'au sein de l'appareil, vous avez manifesté et que vous avez eu la minorité, c'est-à-dire vous n'avez pas eu la majorité, il est important en tant que membre de ce parti-là de respecter la décision du parti. C'est en cela qu'on parle de discipline du parti. Voilà, on ne dit pas que c'est pas, on vous empêche de dire ce que vous pensez. Vous pouvez dire ce que vous pensez, mais une fois que vous l'avez dit, vous avez expliqué, vous avez argumenté, et que finalement, ça n'a pas été approuvé par la majorité. Et puis, il est long en plus. En fait, il est long comme président. Continue, Jean-Yves, continue. Vous êtes tendu sur ce plateau aujourd'hui. Je t'écoute et moi, je t'écoute. Non, mais en fait, il voulait répondre à Stéphane. C'est ça, c'est et pourquoi après, moi, je Norbert a pris l'écoute. la parole. Donc, c'est pour ça que je lui redonne. Jean-Yves, vas-y, pardon. Parce qu'il avait levé le doigt. Je lui donne mon temps de parole. Je te donne mon temps de parole aussi. Non, j'ai pas dit Après, t'as mis ton fil. Charles, je te donne pas mon temps de parole. Non, tu parlais de la discipline en disant quand ça a été débattu, il y a des canaux qui existent. Voilà, il y a des canaux qui existent. Et finalement, lorsque on a pris la majorité, en fait, finalement, il est important pour chaque militant de pouvoir rentrer dans les comment on appelle ça, dans les rangs du parti et ne pas, en fait, de pas manifester, je veux dire, ce désaccord-là publiquement. Et moi, c'est ce qui me pose problème au sein des partis. C'est-à-dire, généralement, c'est-à-dire au sein des différentes, je veux dire, des différentes organisations, donc des différents organes du parti, on a eu à mener des débats. Une fois que le débat il est entériné et que c'est fini, on s'est entendu, c'est que sur la ligne genre de conduite, il est important pour les militants de ne pas en fait exprimer ce désaccord-là publiquement. Et lorsqu'on l'exprime publiquement, moi, c'est ce que j'appelle comment on appelle ça, les militants indisciplinés. Et donc, pourtant, au sein des partis, voilà, on a eu Ewo, Jean-Marc Yassé, et puis voilà, et comment il s'appelle l'autre là? Voilà, qui sont sortis et puis qui ont manifesté ça publiquement. Et moi, c'est ça que je parle. Donc, généralement, le PDC était parti fort. Et on dit, c'est vrai qu'au sein au plateau, pardon, Ewo, il a eu l'intelligence, ou bien du moins, il a vraiment constitué son électorat. Et contrairement aux autres, Ewo, il est un peu plus puissant au plateau. Mais sans le parrainage du PDCI, il peut perdre cette commune, un peu comme Ikawe, parce qu'on a pris l'exemple de Ikawe, un peu comme Ikawe l'a perdu. Parce que si le PDCI met un candidat en face de lui, c'est vrai que le PDCI ne va pas gagner face à Ewo, mais le RHDP va reprendre la commune du plateau. Donc, à défaut de gagner, ils vont tous perdre. Et donc, c'est pour cela que je disais que ces personnalités-là, sans le PDCI, quelque part, ils ne sont rien aussi. Est-ce que le goût de l'émission veut terminer? Et aussi, c'est bon? Oui, je vais terminer par président. Le président a dit que le seul parti d'opposition aujourd'hui qui existe en Côte d'Ivoire, c'est le PDC. Je suis désolé. Pour être un parti d'opposition, pour être un parti qui existe, on n'est pas obligé forcément d'avoir des élus à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, là, le PPAC est en train de se reconstituer, en train d'organiser ses bases. Et ils sont en train de, je pense qu'ils sont en train de reprendre l'ancienne méthode, c'est-à-dire au contact direct avec les populations, afin de remobiliser leur base. Et jusqu'à 2030, on verra ce que ça va donner. Donc, on ne peut pas affirmer aujourd'hui que c'est le seul parti d'opposition qui existe en Côte d'Ivoire, c'est le PDC, sous prétexte que à quel candidat en vue? À quel candidat pour 2030? Un certain Laurent Gbagbo. Mais il y a un président. Laurent Gbagbo, c'est le plus jeune, hein. C'était de loin le plus jeune. Bon, nous avons souhaité quelque chose pour terminer. Non, moi je souhaitais juste un joyeux anniversaire à mon fils. Ah bah oui. Ah bah oui, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire au petit Atombola. Bravo.
Merci. président Jean-Paul Ouad. Joyeux anniversaire à mon petit Farid. Voilà, c'est le nom de son fils. J'ai dit son Ils ne sont nom. pas le nom des enfants comme ça. Si, Farid, c'est c'est un prénom qui m'enchaîne. Mais Tu as malheureusement, fait l'essor va sortir là. malheureusement, on ne pourra pas aborder, mais j'espère qu'il sera. Oui, en complément de Epstein, lundi, on parlera Ouais, de on ce comprend sujet. ce Faut-il sujet. légaliser la polygamie? Bon, c'est un sujet qui intéresse beaucoup ma femme aussi. Alors, Bon. le rapprochement entre les deux me paraît Non, un mais peu non, hasardeux. non. Joyeux anniversaire, fiston. Voilà. Voilà. Papa t'aime très On fort. t'aime tous. Voilà. Faut dire à maman aussi que. Merci, je veille Romain, sur tu peux couper? Je veille sur ses biens. Merci à Romain et à bientôt. Coupez.